Tu te demandais pourquoi le marché crypto chute de manière vertigineuse? Ne cherche pas plus loin, le coupable est devant tes yeux. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 27 février 2025, et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et décrypter les actualités. Alors est-ce que t'es prêt? Ça tombe bien, on va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder rapidement l'état du marché. Et bon, quand on regarde ça comme ça n'a pas l'air très alarmant, parce qu'il y a pas mal de vert, qui est faussé notamment par Pi, avec ses 52%, je vous expliquerai après. Mais clairement, hier, le Bitcoin est descendu à 82 000 $. 82 000 $. Alors j'avais annoncé dans ma précédente vidéo qu'une baisse était possible, mais qu'elle soit aussi rapide et violente, franchement, j'ai été surpris, je l'avoue. Alors quand on regarde sur la semaine, on est encore bien dans le rouge. Hein. Le Bitcoin a perdu 11%, l'Ethereum a perdu 14%, le Ripple a perdu 18%, Solana 18%. Bon, les petites bulles, elles sont sympas, mais ça ne reflète pas exactement le marché. Alors je vous parlais de Pi rapidement, je fais une petite parenthèse. Pi, surtout, ne le tradez pas, sauf si vous êtes des traders expérimentés. Attention, il y a énormément de volatilité dessus, c'est vachement manipulé. Vous voyez, en 10 minutes, il peut perdre 26%. Donc là, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, ça vous donne envie de rentrer. Vous rentrez ici avec levier, et là, avec une mèche de moins 26%, vous vous faites soulever. Si vous rentrez avec un levier ne serait-ce que de 4, donc x 4, une variation de 25%, ça vous liquide. Hein, donc 26%, vous êtes out. Clairement, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous n'allez pas trader ce truc. Et alors, on regarde maintenant l'indice de la peur et de la cupidité. Et bon, on continue de creuser, hein, on va finir par trouver du pétrole. Hein, on est à 20 dans la peur. Ça m'étonne qu'on soit pas dans l'extrême peur. Hier, on était à 26, aujourd'hui 20. Où serons-nous demain? Bon, alors pour le coup, on commence à être un peu corrélé au prix du Bitcoin, parce que là, effectivement, l'indice baisse, mais le Bitcoin aussi baisse, et se retrouve à 85 000 $ aujourd'hui. Effectivement, il y a de quoi avoir peur. Alors, attention, j'ai quand même des choses rassurantes, mais pas complètement. C'est rassurant à long terme, à court, moyen terme. On risque encore d'aller gratter la croûte terrestre. Hein. Alors voilà, le coupable de cette baisse, Donald Trump, qui, fidèle à lui-même, a annoncé hier qu'il allait également taxer les produits européens à hauteur de 25%. Exactement comme ce qu'il compte appliquer à la Chine, au Canada et au Mexique. Alors je rappelle que dans une news hier, je disais qu'il avait annoncé qu'il maintiendrait donc ses tarifs pour la Chine, le Canada et le Mexique et les appliquer dès le mois d'avril. Alors hier, carrément, c'est tourné au bar. Allez, l'Europe aussi, 25% de tarifs. Tous les produits européens, notamment l'automobile. Alors là, c'est les Allemands qui vont tirer la gueule. Il y a beaucoup de voitures allemandes qui sont importées aux États-Unis. 25% de taxes. Merci Trump. Tous les marchés ont dévissé. Et alors pourtant, hier, on attendait impatiemment les chiffres de Nvidia, qui étaient super bons. Ils ont été super bons, meilleurs que les attentes. Alors on va pas rentrer dans le détail ici, on parle surtout crypto, mais les chiffres qui sont parus alors, juste après la session de New York n'ont malheureusement pas fait monter le prix des cryptos. Je rappelle que quand Nvidia fait de mauvais chiffres, le Bitcoin plonge. Par contre, quand on fait des bons chiffres, bah là, on continue de chuter. Alors on est corrélé à Nvidia et à la tech que quand ça nous arrange, hein. C'est dommage. Alors pendant que Trump annonce ça, et que tous les marchés sont en train de dévisser, que la crypto est en train de sombrer, qu'est-ce que ça, société de finance, World Liberty Financial, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle achète massivement de la crypto-monnaie, notamment de l'Ethereum. Et oui, les prix sont bas. C'est une opportunité pour eux. C'est une sacrée coïncidence même. On n'a pas Trump qui fait chuter le marché, et pendant ce temps, on a les fistons qui achètent, qui achètent, qui achètent. Ah bah super. Alors vous savez, sur une pièce, il y a toujours deux côtés. Il faut voir le bon côté. Le bon côté, c'est que s'ils achètent, c'est qu'il y a forcément une raison. Surtout l'Ethereum. Donc ça laisse présager quand même que dans le futur, dans un futur plus ou moins proche, on marquera un rebond sur l'Ethereum. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure en analyse technique, l'Ethereum, encore une fois, bien tenu. Alors la news suivante, hein, toujours en retard, on a le FBI qui nous fait une annonce comme quoi, effectivement, c'est bien la Corée du Nord qui a volé 1,5 milliard de $ à Bybit. Bravo Sherlock, hein, merci les gars, comme si on vous avait entendu pour vérifier cela. On a des analystes on-chain qui nous ont sorti l'info dans l'heure, et le FBI, 4 jours après, nous dit « Ah bah au fait, c'était la Corée du Nord. » Merci les gars. Toujours dans la poursuite des bonnes news, je vous annonçais hier, notamment avec Coinbase, avec Uniswap et avec différents acteurs de la crypto. Cette fois-ci, c'est Gemini, pour qui la SEC décide enfin d'abandonner les charges. Et donc ça démontre encore une politique pro-crypto, hein. La régulation est de plus en plus souple vis-à-vis des acteurs crypto, et c'est une bonne chose pour l'écosystème. Alors pas beaucoup de news aujourd'hui, mais la dernière c'est une petite infographie qui va nous montrer en fait qui possède du Bitcoin. Alors au 31 décembre 2024, hein, on se rend compte qu'il y a quasiment 70% de la supply du Bitcoin qui est détenue par des individus, donc des gens comme vous et moi, ce qui est une bonne chose pour la décentralisation. Hein. Alors, on a Satoshi
créateur qui en détient presque 5%, d'autres entités pas forcément bien identifiées qui en détiennent 1%. Alors les business, ça va être surtout les sociétés comme MicroStrategy, enfin Strategy, pardon, 4,4%, les funds et les ETF qui en détiennent 6%, les gouvernements 1,4%. Il ne faut pas oublier qu'il y en a également 7,5% qui sont déclarés perdus, bah oui, ceux qui perdent leurs clés, qui n'y ont plus accès, ou les personnes qui meurent sans donner leur code à qui que ce soit. Hein. Il se trouve que derrière, les bitcoins sont perdus. Et enfin, il en reste 5,7% à miner. Alors c'est bien d'avoir cette petite infographie à l'instant T, de manière à pouvoir figer dans le temps, en fait, ce ratio qui montre qui possède effectivement du bitcoin. Parce que je pense que ce qu'ils veulent démontrer, c'est que dans 5 ans, 10 ans, en fait, la part des individus va baisser. D'ailleurs, on voit qu'elle a baissé de moins 525 000 bitcoins au profit des fonds et des ETF. Hein. Mais bon, en réalité, ce sont également des individus qui détiennent du bitcoin via les ETF. Donc certes, c'est les grosses entités qui détiennent les clés privées, mais ils appartiennent quand même aux individus. Mais bon, ce ratio-là va effectivement évoluer dans les 5, 10, 15 prochaines années. Et effectivement, les fonds, ETF, etc. vont représenter une plus grosse partie de ce ratio. Et les gouvernements également. Hein. On voit qu'ils en ont vendu pas mal, hein, notamment l'Allemagne. En 2024, ils en ont vendu pas mal, qui selon moi était une erreur. Mais au fur et à mesure de l'adoption, clairement, on aura des États qui vont de plus en plus accumuler de Bitcoin en tant que réserve stratégique, comme l'or à l'époque. Alors tout de suite, le calendrier économique. Aujourd'hui, pas grand-chose, juste à la rigueur les inscriptions hebdomadaires au chômage. Comme je vous disais, les chiffres sur le chômage s'interprètent de la manière suivante. Si le chômage augmente, c'est mauvais pour l'économie. Si c'est mauvais pour l'économie, ça joue dans la décision de la Fed de baisser les taux directeurs. À l'inverse, si le chômage baisse, c'est que l'économie va bien, et donc la Fed se dit, bah non, il n'y a pas besoin de baisser les taux, c'est bon, tout se passe bien, on laisse l'inflation descendre tranquillement, et on atteint nos objectifs de 2%. Alors bien sûr, encore une fois, ce n'est pas du tout le critère majoritaire qui va déterminer si la Fed baisse les taux ou pas. Hein. On avait vu, donc c'est le PCI et le PCE Core qui va paraître demain. Là, ce sont les deux gros indices qui vont déterminer si la Fed va baisser les taux ou pas. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de baisse prévue avant fin de l'année 2025. S'il y en a en 2025. Alors pour ceux qui ne savent pas quel est l'impact d'une baisse ou d'une hausse des taux sur les marchés à risque, comme la crypto, je vous explique rapidement. En fait, si les taux augmentent, l'argent se raréfie. Si l'argent, le dollar, se raréfie, c'est valable aussi avec l'euro et la BCE, hein, si l'argent se raréfie, on aura moins tendance à le placer dans des actifs à risque. Et donc le cours des actifs à risque ont tendance à baisser quand les taux sont augmentés. À l'inverse, si on baisse les taux, l'argent, la monnaie est moins rare, il y en a plus en circulation, et donc on est plus enclin à les placer dans des actifs à risque, comme les stocks, mais également les cryptos. Voilà pourquoi on attend impatiemment les résultats du PCE, du CPI, et surtout les décisions de la Fed ou de la BCE d'augmenter ou de baisser les taux. Ils avaient été drastiquement baissés pour sauver l'économie lors de la crise Covid. Ça, c'était le cas au précédent bull run, c'est ce qui a notamment catalysé et donné de l'essence, de l'énergie au précédent bull run. Pour celui-ci, on a les taux qui jouent contre nous. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a plus de mal à monter. Donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, pas grand-chose. Demain, attention, encore une fois, 14h30, il y a les chiffres du PCE qui sortent. Ça correspond pile poil avec la session de New York. Donc si vous êtes en train de trader, attention, ça va swinguer. Alors on voit qu'hier, le prix a bien baissé, mais que en termes de liquidation, on n'a pas trop liquidé de personnes. Hein. On a au total 772 millions. Alors, pas trop, pardon. 772 millions, c'est énorme. Mais comparé aux 1,5 milliard qui ont été liquidés hier, bon, je dirais pas que c'est négligeable, mais ça fait moins mal, évidemment. Et donc parmi ces liquidations, évidemment, 606 millions sont des longues, des parieurs à la hausse. Et comme le prix a chuté, majoritairement ce sont des longues qui se sont fait liquider. Donc visuellement on le voit, hein, le prix, c'était là, la session d'hier est descendu pour toucher les 82 000 $. Et enfin depuis ce matin on remonte un petit peu, très timidement. Attention, c'est pas fini. C'est ce que je vous disais. Il y a encore une zone à aller chercher, on s'est arrêté avant. Et là vous voyez toutes ces liquidités à les prendre là. Tout ça là, ce sont des personnes qui ont parié à la hausse et qui vont se faire liquider si on vient dedans. Évidemment, il y a de fortes probabilités qu'on y aille. On n'est vraiment pas loin, il suffit de pas grand-chose pour descendre aller les chercher. Alors si vous voulez mon avis, c'est pas dramatique, hein. On va chercher, si on va chercher les 75 000 $ pour après avoir l'énergie de partir à la hausse, bon ça me va, il faut juste que ce soit rapide. Parce que si on rentre là et qu'on latéralise et qu'on reste sous les 80 000 $ pendant quelques semaines et voire quelques mois, là ça risque d'être vraiment pénible et compliqué à vivre pour nous tous.
Alors je vous parle même pas si on casse les supports et qu'on descend en dessous des 70 000 et donc on descend en dessous du niveau pré-élection US. Là, je donne pas trop cher de notre peau. Hein. Mais pour l'instant, rien n'annonce encore un bear market, attention. Hein. On est toujours dans une belle tendance haussière. Alors concernant les inflow-outflow des ETF Bitcoin et Ethereum, sur Bitcoin, hier, il y a 754 millions de dollars qui ont été sortis des ETF. Là, sur les 3 derniers jours, c'est quand même pas mal. Ça commence à faire beaucoup. Hier, sur Ethereum, 94 millions de dollars sont sortis des ETF. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus dramatique. Hein. On regarde, sur l'Ethereum, ça va. Sur Bitcoin, ça commence à faire beaucoup, mais sur Ethereum, ça va, ça tient. Allez, on passe tout de suite à l'analyse technique du Bitcoin. Donc on regarde en daily. Hein. Comme je vous disais, daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Donc la journée d'hier nous a pondu une belle bougie baissière qui est venue toucher précisément les 81 980 dollars. Hein, avant de finalement remonter tranquillement. Alors aujourd'hui, on a ouvert à 84 000 dollars et on se trouve actuellement à 86 000 dollars. On est en train de monter tout doucement. Est-ce que c'est signe de rebond? Temporairement, oui. Oui, en revanche, il n'y a pas eu de rachat instantané. Vous voyez, la clôture se fait quand même dans la zone de fair value gap. Là, c'était une grosse poussée haussière. Ici, là, une grosse zone où il y avait beaucoup d'acheteurs. Donc, c'était une zone naturelle de rebond dont j'avais parlé hier. Et bon, clairement, on est rentré dedans, on l'a quasiment traversé, quoi. Hein. Mais effectivement, bon, on a clôturé au début de la zone et là, on est sorti. Ce qu'on aime bien voir pour un rachat, c'est des mèches comme ça. Vous voyez, on rentre et dans la même journée, on clôture largement au-dessus. Pareil ici, on la touche, on remonte au-dessus. Alors, malheureusement, ici, ça n'a pas été un rebond pérenne. Mais vous voyez, la plupart des autres fois, hein, on arrive, paf, on ressort ici, on touche là, on repart à la hausse. Vous voyez, là, on touche ici, on repart à la hausse. Et là, pareil, c'est une super belle bougie de rachat. Alors, c'est un doji, mais clairement, la mèche en bas est énorme et le rachat est aussi magnifique, quoi. Et là, ici, c'est pas le cas. On a racheté, mais c'est mou. C'est mou. Quand on zoome en 1 heure, vous voyez, là, il n'y en a pas ce qu'on appelle un V-bottom. On a une petite remontée toute timide. Comme je vous disais, ici, il y a énormément de liquidités à aller chercher. Donc, il n'est pas du tout exclu que le prix fasse ça et redescende les chercher. Aujourd'hui, semaine prochaine, je ne sais pas. En revanche, la probabilité est quand même super forte. Et alors, concernant le trading, je vous disais hier que si le prix touchait l'order block qui était là, parce qu'il avait déjà rebondi une fois, 2 fois dessus, et donc ici, on pouvait rentrer en short. Et alors, le Bitcoin aujourd'hui, c'est une masterclass. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment il était super simple de trader le Bitcoin hier. Alors pour commencer, si déjà on prenait le trade comme j'avais indiqué hier, c'est-à-dire on rentre sur l'order block, si on avait mis son ordre ici, on serait rentré en position là, parce que ça l'aurait touché ici, et en mettant son stop loss au-dessus de l'order block, un petit peu au-dessus, hein, donc sans être trop gourmand, donc sans trader trop serré, on était capable de prendre 10 R sur ce trade-là. Donc 10 R, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, un R, c'est le risque que je prends si mon stop loss qui est ici se fait toucher. C'est-à-dire que là, le prix traverse, je perds un R. Après, chacun définit son niveau de risque. Généralement, on conseille de risquer 1% de son bag par trade. Imaginons que votre risque, ce soit 100 $. Si vous avez tort, ça traverse, vous perdez 100 $. En revanche, vous avez raison, ici, ça arrive ici, et vous gagnez 10 fois 100 $, donc 1000 $. Alors pourquoi ce trade était facile? Premièrement, parce qu'effectivement, on avait déjà rebondi 1 fois, 2 fois dessus. Donc on pouvait imaginer que ce serait encore une zone de réaction. Donc là, vous rentrez en position. Évidemment, je vous avais montré que la zone de TP, on pouvait la mettre sur le Previous Day Low. Je l'ai effacé, là, il est plus bas maintenant, mais il était là. Ok, donc on aurait pu mettre son TP ici, et donc ça nous faisait un risk-reward de 8,71. C'était très bien. Mais on aurait pu également faire ce qu'on appelle un trailing stop. C'est-à-dire que le stop loss, quand on commence le trade, il est ici. Mais plus le trade est en notre faveur, plus on peut descendre le stop loss. C'est-à-dire ça devient un stop win si vous voulez. Parce que si le prix se retourne et que le stop loss se fait toucher, bah, vous êtes sorti, mais en gain, puisque vous sortez dans le positif. Donc au fur et à mesure que le prix descend, vous descendez vos stop loss. Donc là, par exemple, on le descend ici, puis après, on le descend ici. Une fois qu'on a fait ce petit retrait et qu'on recommence à descendre, on descend son stop loss ici. Une fois qu'on a un peu accumulé là et qu'on recommence à descendre, on descend son stop loss ici. On descend au fur et à mesure. Là, on tergiverse un peu, on finit par descendre, on descend son stop loss ici. On descend. Et en fait, on se fait sortir par là, quoi. On descend son stop loss. Et là, on aurait pu prendre encore, effectivement, ouais, 9 R, quoi. Effectivement, c'est pas facile de timer exactement quand sortir. Mais avec un trailing stop, on appelle ça un trailing stop, là, en l'occurrence, c'est manuel, eh ben, on peut maximiser ses gains. Mais alors, c'est pas tout. Hier, je vous disais qu'on ne rachète pas un couteau qui tombe.
Parce qu'effectivement, le prix était en train de tomber. On pourrait tenter de parier à la hausse, se dire attention, sur tel niveau, il y a des liquidités, je vais peut-être parier à la hausse. Sur tel niveau, il y a des liquidités, je vais partir à la hausse. Sur tel niveau, hop, petit machin, je parie à la hausse. Le problème, c'est que hier, c'était hyper volatile. Il y avait une pression baissière qui était énorme. Et rentrer comme ça, alors que le prix est en train de chuter, bon, c'est un petit peu du casino, quoi, hein, un petit peu au petit bonheur à la chance. Généralement, ce qu'il faut attendre, c'est que effectivement, il y a une vraie figure de retournement. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais hier. Moi, j'attendrais que le prix aille là-dedans, que ça se retourne avant de prendre un trade. Sauf qu'il y avait effectivement le previous day low, qui est une zone à forte probabilité de retournement. Et donc, je savais que là, il y avait un trade forcément à prendre. Je ne suis pas rentré directement là parce que je n'avais pas la confiance. Mais en zoomant en 1 minute, c'est ce que je vous disais, pour chercher une pattern de retournement, on va voir que ici, on a initié déjà une petite hausse. Et donc là, on faisait des plus hauts de plus en plus bas. Le dernier plus haut, il était là. Et là, on fait un plus haut que celui-là. Donc ça casse la théorie de dos, ça casse la trend baissière. Et donc en 1 minute, on peut chercher effectivement une entrée. Alors on rentre jamais ici, parce qu'on se dit pas, ah, voilà, c'est bon, ça commence à remonter, je vais... Non, il faut attendre un pullback, parce que sinon on va se faire sortir. Et donc pour trouver le pullback, c'est assez facile. Il suffit de tracer un petit Fibonacci. Hop, on prend le plus bas, on va jusqu'au plus haut. Alors je vous montre rapidement les paramètres de mon Fibo. C'est très simple, hein, je laisse que ces critères-là, les autres, j'en ai pas besoin. Et le prix a souvent tendance à rebondir sur le Golden Ratio. Le Golden Ratio, c'est quoi? C'est la 618 de Fibonacci. Et donc, c'est là qu'on place notre entrée. On place un trade comme ça, donc un pari à la hausse, puisque là, on voit que ça a une forte probabilité de se retourner. Et donc, on place son trade comme ça. Alors, si on veut trader serré, on peut mettre son stop loss sous la 786. Si on veut trader un peu plus safe, on va placer son stop loss en dessous du plus bas précédent. Et donc là, allez, disons qu'on a été safe, on pouvait prendre jusqu'à 7R. En tradant un peu serré, on pouvait prendre 13R. Vous voyez, ce n'est toujours pas fini. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin, finalement, se retourne. On fait donc ici un plus bas, qui est plus bas que le plus bas précédent. Désolé, ça fait beaucoup plus bas. Donc du coup, on peut imaginer que là, on va commencer une tendance baissière. Alors regardez, du coup, comment on fait? Cette fois-ci, on trace le Fibo dans l'autre sens. On prend le top, on descend jusqu'à ce plus bas, hop, et on l'étend, voilà. Et là, on se place sur la 618, et on voit qu'il y a juste la mèche qui est venue chercher. On se place sur la 618, hop. Vous voyez, et donc là, le plus bas, il a déjà été initié, donc le Fibo, il était déjà placé. Donc on pouvait déjà placer son trade ici, hop. Pareil, on pouvait soit mettre au-dessus pour être safe, soit mettre juste au-dessus de la 786, voilà. Et là, on rentrait en short. Et alors, attention, parce que hier, ça a chuté. Hop. Je devrais même dézoomer pour faire ça. Là, on aurait pu aller chercher 32 R sur ce trade, si on tradait serré. Imaginons qu'on trade un petit peu plus large et donc qu'on mette son stop loss au-dessus du plus haut précédent, on pouvait prendre 15 R sur ce trade. Alors c'est du théorique, attention, hein, parce que évidemment, si c'était arrivé par là, on aurait forcément été tenté de couper, ou même là, à l'entrée du fair value gap, vu que c'est une zone où on peut potentiellement long, on aurait pu couper là. Mais peut-être qu'avec un trailing stop, on aurait quand même pu maximiser, on se serait fait sortir par là. Vous voyez? Et voilà précisément comment on peut utiliser l'outil de retracement de Fibonacci pour prendre ses positions. Et il s'est passé exactement ce que je vous ai dit hier. Et là, en utilisant cet outil, ça permettait de prendre des entrées chirurgicales. Et donc, on passe sur l'Ethereum en daily. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est que lui, il a plutôt bien tenu comparé au Bitcoin. Parce que là, lui, il n'est pas encore venu toucher sa zone de support. Alors que le Bitcoin, lui, il a même quasiment traversé la zone de support qui est en dessous. Et l'Ethereum, lui, il n'a même pas touché sa zone de support. Donc il a plutôt bien tenu, malgré la baisse, effectivement, il a plutôt bien tenu. Et d'ailleurs, ça se voit sur le ratio Ethereum-Bitcoin, hein. On avait bien chuté, mais finalement, on s'est bien rattrapé, on est repassé au-dessus de la tendance haussière. Bon là, on est un petit peu en train de tergiverser, peut-être qu'on devrait tracer plutôt comme ça. On va voir ce que ça va faire sur les prochains jours, mais là, pour moi, clairement, Ethereum a montré un peu plus de force que le Bitcoin dans ce mouvement baissier. Et si on regarde sur la dominance du Bitcoin, effectivement, même les alts, hein, c'est vraiment Bitcoin là, qui corrige, hein, parce que même les alts, on n'a pas atteint la mèche qu'on avait initiée donc, le 3 février, où le Bitcoin avait chuté et les altcoins avaient chuté encore plus. Bon, en même temps, il n'y a plus grand-chose à liquider hein, sur les altcoins. Hein, à part racler l'éléphant de tiroir, je vois pas comment on pourrait faire chuter encore beaucoup plus les altcoins. Alors bon, on peut toujours creuser plus, hein, évidemment. Mais clairement, vous voyez, on n'a pas tant chuté par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que là, c'est la dominance du Bitcoin.
C'est-à-dire qu'en gros, ça démontre la force du Bitcoin face au reste du marché. Quand ça monte, le Bitcoin est très fort, c'est-à-dire que... Alors il y a plusieurs scénarios, hein. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça monte? Soit le Bitcoin monte et les altcoins chutent, soit les deux montent mais Bitcoin monte plus vite, soit les deux chutent mais Bitcoin chute moins vite. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!